Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui de nombreux messages de vœux et de félicitations de dirigeants à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954. Présentation aujourd'hui du projet de loi de finances pour l'année 2026 par le ministre des Finances lors d'une séance plénière. Le texte table notamment sur une baisse du taux d'inflation et un renforcement du pouvoir d'achat. À Tlemcen, le chantier de réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer a été officiellement lancé. Cette station devra produire jusqu'à 300 000 mètres cubes d'eau par jour pour assurer l'alimentation en eau potable de 3 millions d'habitants de l'ouest du pays. L'industrie mécanique algérienne à l'honneur au Salon international de la moto à Milan. Les motos Made in Algeria ont valorisé le savoir-faire national et démontré le potentiel du pays à se positionner sur le marché européen. Et nous irons à Mila à la fin de cette édition et plus précisément à l'aire de loisirs Ferdois. Balade, pêche ou simple moment de repos, Ferdois est devenu un véritable havre de paix pour petits et grands. Bienvenue à tous. À l'occasion de la commémoration de la fête de la glorieuse guerre de révolution nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de félicitations de son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed Thani, émir de l'État frère du Qatar, dans lequel il adresse en son nom et au nom du peuple de l'État du Qatar ses vœux les plus chaleureux, souhaitant au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, santé, bonheur et réussite, ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour son pays frère, le développement et l'essor continu pour les relations fraternelles étroites entre les deux pays. Toujours à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du 1er novembre 1954, le président de la République a reçu les félicitations du vice-émir de l'État du Qatar, Abdallah Ben Hamed Thani, dans lequel il lui adresse ses chaleureuses félicitations et bénédictions, ainsi que ses vœux les plus sincères, lui souhaitant un bonheur infini et une bonne santé, et au peuple algérien, un progrès et une prospérité continue. Toujours à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale, le président de la République a reçu un message de vœux de son frère Cheikh Mash'al Al-Ahmed Al-Jaber Sabah, émir de l'État du Koweït, dans lequel il a exprimé ses souhaits sincères pour la poursuite du développement et de l'essor des relations fraternelles unissant les deux pays et les deux peuples frères. Il a également souhaité au président de la République santé et bien-être ainsi que progrès et prospérité à l'Algérie. Je vous le disais en titre, le ministre des Finances présente aujourd'hui devant l'Assemblée populaire nationale le projet de loi de finances pour l'année 2026. Le texte table notamment sur une baisse du taux d'inflation et un renforcement du pouvoir d'achat. Et le projet de loi de finances 2026 trace une courbe ambitieuse pour les années à venir, avec une stratégie économique axée sur la diversification, l'investissement et la consolidation des acquis sociaux. L'accent est mis également sur le développement de secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie et le bâtiment, tout en veillant à la stabilité des prix. Rina Lorari. Le projet de loi de finances 2026 trace une courbe budgétaire ambitieuse pour les 3 prochaines années, mettant en lumière une stratégie économique orientée vers la diversification, la relance par l'investissement et la consolidation des acquis sociaux. Un budget record évalué à 17 636,66 milliards de dinars qui table sur une croissance économique de 4,1% en 2026 avec un prix de référence du baril fixé à $60. Le produit intérieur brut devrait atteindre 41 900 milliards de dinars, dont 36 286 milliards hors hydrocarbures, portés par l'agriculture, l'industrie et le bâtiment. C'est un chantier d'envergure L'inflation, qui quant vient à elle, d'être lancé devrait à être maîtrisée à 2,9%, traduisant une confiance dans la reprise de l'économie nationale et dans l'efficacité des réformes structurelles engagées ces dernières années. C'est un chantier d'envergure le qui record vient de la d'être politique budgétaire, franchissant la barre des 15 816 milliards de dinars, soit près de 83% du budget total. Une orientation qui confirme la priorité donnée à la modernisation du pays, à la relance économique et à l'amélioration du cadre de vie des citoyens.
Les dépenses sociales s'élèvent pour leur part à 1 933 milliards de dinars, avec un ciblage renforcé des besoins prioritaires, santé, éducation et solidarité nationale. Cet effort témoigne de l'attachement de l'État à la justice sociale. Le PLF prévoit une augmentation de la masse salariale de 1,4% pour représenter près d'un tiers du budget global, tandis qu'un montant de 657 milliards de dinars sera consacré pour les subventions aux produits de large consommation. Les transferts sociaux atteindront 2284 milliards de dinars, dont 420 milliards pour la prime de chômage et 424 milliards pour les pensions de retraite. Sur le plan fiscal, le texte introduit plusieurs mesures incitatives, à savoir la réduction du taux d'imposition sur les dividendes qui passe de 15 à 10%, ainsi que l'exonération de la contribution de solidarité pour certains importateurs. S'inscrivant dans la continuité des réformes économiques, ce PLF entend faire de 2026 une année charnière, en posant les fondations d'une nouvelle économie structurée autour de l'investissement productif, de la gouvernance budgétaire, de la diversification des sources de revenus, traduisant ainsi la volonté de l'État de maintenir la croissance, de réduire le chômage et préserver la cohésion sociale. À Tlemcen, le chantier de la nouvelle station de dessalement d'eau de mer a été officiellement lancé. Cette station devra produire jusqu'à 300 000 mètres cubes d'eau par jour pour assurer l'alimentation en eau potable de 3 millions d'habitants de Tlemcen et des régions avoisinantes. Ce projet, qui s'inscrit dans le programme national visant le renforcement de la sécurité hydrique dans l'ouest du pays, permettra la création de 1500 emplois. Meishbout. C'est un chantier d'envergure qui vient d'être lancé à Tlemcen. Une nouvelle station de dessalement d'eau de mer verra bientôt le jour. Érigée sur 15 hectares, cette infrastructure stratégique produira à terme 300 000 mètres cubes d'eau par jour. De quoi répondre aux besoins de près de 3 millions d'habitants de Tlemcen et des wilayas voisines. Cette station produira près de 300 000 mètres cubes d'eau potable par jour, ce qui permettra de résoudre considérablement les problèmes d'accès à l'eau potable dans toute la région ouest. Nous attendions ce projet avec impatience. Il présente un véritable atout pour notre région, tant sur le plan social qu'économique, et constitue un réel gain pour Tlemcen. Réalisée par le groupe Cosider, cette infrastructure fonctionnera grâce au procédé moderne de l'osmose inverse. La première phase, prévue dans 22 mois, permettra déjà de produire la moitié de sa capacité totale. Nous sommes ici à Ain Ajroud pour donner le coup d'envoi des premiers travaux de ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de dessalement de l'eau de mer. La station distribuera de l'eau potable non seulement à Tlemcen, mais également jusqu'à 250 km au sud, desservant ainsi les zones intérieures et leurs alentours. Nous avons commencé par Tlemcen car c'est une zone stratégique. Le programme se poursuivra avec le lancement de plusieurs projets de stations à Mostaganem et à Chlef, conformément aux directives du président de la République. Avec ce programme, l'Algérie avance vers son objectif, produire 5,6 millions de mètres cubes d'eau dessalée par jour. D'ici 2030, un jalon majeur pour assurer la sécurité hydrique nationale. L'industrie mécanique algérienne est mise à l'honneur au Salon international de la moto à Milan, en Italie. Les motos Made in Algeria ont valorisé le savoir-faire national et démontré le potentiel du pays à se positionner sur le marché européen, tout en ouvrant la voie à de nouvelles collaborations et opportunités industrielles. Myriam Damis. L'industrie mécanique algérienne s'impose sur les marchés internationaux. Au salon de Milan en Italie, les motos Made in Algeria ont brillamment mis en avant le savoir-faire national, confirmant ainsi leur potentiel à conquérir le marché européen. VMS Industrie est présente à ce salon aux côtés des participants italiens, chinois et américains où nous leur avons présenté nos nouveaux produits qui seront fabriqués en Algérie à compter de 2026. Nous sommes très heureux de signer ce partenariat et de collaborer avec VMS Algérie. Un travail considérable nous attend pour développer différents modèles de motos et partager nos expertises avec des entreprises algériennes. Cette présence marque une nouvelle étape dans la stratégie du pays où le Made in Algeria s'affirme désormais comme une priorité nationale que l'État accompagne et soutient activement.
Notre entreprise entretient une coopération de longue date avec ses partenaires en Algérie. Le produit algérien se distingue désormais par de nouvelles spécialisations et de nouveaux choix. Nous lui souhaitons plus de succès. La fabrication de motos en Algérie traverse une phase prometteuse. Nous avons constaté l'introduction de nombreuses technologies avancées par l'entreprise dans ce domaine. C'est un véritable moteur pour renforcer davantage la coopération. Issu d'une production locale, le produit algérien de moto a atteint aujourd'hui un niveau commercial supérieur, illustrant parfaitement la volonté de l'État d'accompagner et de promouvoir d'autres filières nationales prometteuses. Au Maroc, des centaines de Marocains sont confrontés à une répression brutale et des arrestations arbitraires devenues monnaie courante. Beaucoup se retrouvent en prison simplement pour avoir osé revendiquer dignité et justice. Ces excès judiciaires révèlent la profonde fracture entre le Makhzen et le peuple marocain. Raouf Hamouche et Milad Hani. Les jeunes Marocains sont sortis dans la rue pour réclamer la libération de leurs concitoyens, détenus arbitrairement alors qu'ils manifestaient simplement pour leurs droits les plus élémentaires. Ils ont été à leur tour matraqués et arrêtés par un appareil sécuritaire qui a choisi la répression comme unique réponse. Par crainte de faire l'objet d'arrestations arbitraires, certains choisissent des réseaux sociaux pour porter leurs revendications. Nous sommes la nouvelle génération de ce pays. Nous sommes sortis dans la rue pour réclamer nos droits les plus élémentaires, mais nous avons été confrontés à une forte répression. Nous avons réalisé que la première revendication que nous devions formuler était celle de la dignité, sans laquelle nous ne pourrions pas prétendre à d'autres droits, comme la santé et l'éducation. Sans notre lutte, notre combat pour nos droits est voué à l'échec. Convaincus que la dignité est le préalable à tout autre droit élémentaire, les Marocains n'hésitent pas à crier haut et fort le ras-le-bol au risque d'être emprisonnés. Les organisations internationales et marocaines de défense des droits de l'homme expriment leur vive inquiétude face à la multiplication des peines de prison prononcées à l'encontre de centaines de manifestants, condamnés jusqu'à 15 ans de réclusion dans des conditions qualifiées d'inhumaines. Crise politique en France, le gouvernement peine à faire passer la moindre mesure dans un contexte de chômage en constante hausse, de dette publique lourde et de méfiance croissante des Français. La stabilité de la République est mise à rude épreuve. Raouf Hamouche. La France, longtemps présentée comme un modèle d'égalité et de justice sociale, traverse aujourd'hui une crise profonde. Le pays, autrefois symbole de prospérité et de stabilité, voit son image se fissurer face à une réalité économique et sociale bien plus dure. Sur le plan de l'emploi, les indicateurs virent au rouge. En 2017, le taux de chômage en France se situait au même niveau que celui des autres pays de la zone euro. 8 ans plus tard, il est désormais supérieur de 20% à la moyenne européenne, une situation qui interroge économistes et observateurs. Le taux de chômage en France, il était au même niveau que les autres pays de la zone euro en 2017. Aujourd'hui, le taux de chômage en France, il est de 20% supérieur aux autres pays de la zone euro. Réalité, donc vous devriez vous poser la question de savoir pourquoi, alors que précisément il y a eu une conjoncture internationale qui était plutôt favorable au retour à l'emploi, pourquoi la France a fait bien moins. Bon. Et pourquoi 60% des emplois qui ont été créés sont de l'apprentissage subventionné par l'État. Un constat alarmant qui révèle un marché du travail fragilisé et dépendant des aides publiques, des politiques souvent plus symboliques que concrètes qui ne s'attaquent pas aux véritables causes de la crise et contribuent à accentuer la marginalisation et l'inquiétude sociale. Et derrière les chiffres se dessine un autre visage de la France, celui des inégalités mais aussi de la mémoire. Car l'histoire du pays est indissociable de l'émigration de générations d'étrangers qui, dans un silence souvent oublié, ont contribué à bâtir ces villes, ces routes et ces usines. Je pense, comme beaucoup ici d'ailleurs qui sont d'origine étrangère, mon père est arrivé de manière régulière en France. Et quand ils sont arrivés en 1959, une partie a été mise en prison pendant quelques jours. 1959, des millions, presque 2 millions de Portugais entre 1955 et 1965, mais ça a été vrai pour les Espagnols, ça a été vrai pour beaucoup de personnes, sont arrivés en France de manière irrégulière, sous le regard bienveillant des gendarmes qui, dans les Pyrénées, les laissaient passer et leur montraient la direction pour aller bâtir notamment une grande partie de nos villes, et notamment de la banlieue parisienne. Ces mots résonnent comme un rappel. Hier encore, ceux qu'on appelait étrangers ont contribué à construire la France d'aujourd'hui. Cette même France qui se proclame patrie des droits de l'homme
révèle désormais son vrai visage, celui d'un pays où les migrants se heurtent à des politiques de plus en plus strictes, offrant peu de protection et presque aucune véritable chance d'intégration. Dans la bande de Gaza, les violations du cessez-le-feu se multiplient. Un enfant est tombé en martyr hier soir dans l'explosion d'un engin explosif improvisé laissé par l'occupation sioniste à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Les organisations humanitaires internationales alertent sur le danger que représentent les vestiges de la guerre génocidaire sioniste dans la bande de Gaza, décrite comme un véritable champ de mines sans carte précise. L'OMS et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies dénoncent la grave détérioration des conditions de vie dans la bande de Gaza. Plus de 16 000 patients attendent un traitement à l'étranger, tandis que des centaines de milliers de familles privées de toit subissent un froid glacial à l'approche de l'hiver. Revenons dans le pays, clôture hier de la 28e édition du Salon international du livre d'Alger. Après 10 jours d'activités riches et variées, marquées par une participation record des exposants et une affluence remarquable du public, le SILA a accueilli cette année plus de 5,6 millions de visiteurs. Direction à présent Mila et plus précisément l'aire de loisirs Ferdoua. Situé à proximité du barrage de Beni Haroun, ce lieu séduit de plus en plus de familles en quête de détente. Balades, pêche ou simples moments de repos, Ferdoua est devenu un véritable havre de paix pour petits et grands. Notre journaliste Mejda Jahmoun les a rencontrés pour vous. Regardez. Le décor semble tout droit sortir d'une carte postale. D'un côté, le bleu étincelant du barrage de Beni Haroun. Et de l'autre, la verdure luxuriante de la forêt de Medious. C'est au cœur de ce cadre idyllique que se trouve l'aire de loisirs Ferdoua. Un véritable havre de paix pour tous ceux qui cherchent à s'évader et profiter de la nature. Je suis d'ici, de Sidi Marouane, et je viens très souvent avec les petits, surtout le week-end. Ça nous permet de profiter de la nature, de changer d'air, et les enfants s'amusent en même temps. Le cadre est vraiment agréable. C'est un endroit paradisiaque, les paysages qu'on admire sont magnifiques et c'est sécurisé. Je viens avec mes enfants pour passer un moment agréable en famille. Ça nous éloigne de la routine, du quotidien et on se repose vraiment bien. Et pendant que les grands se reposent, les petits, eux, les mains et les pieds dans le sable, s'amusent et courent autour des figurines de leurs personnages de dessins animés préférés. J'adore la nature et les paysages ici. Je suis venue de Souq Ahras avec ma famille et j'ai aimé les figurines de mes dessins animés préférés. J'ai beaucoup aimé l'ambiance ici. L'air est pur et je profite bien avec ma famille. Certains découvrent cet espace de détente pour la première fois et le charme opère tout de suite. Nous venons de Constantine en été de passage. Quand la beauté du site nous a attirés, c'est une très belle découverte pour nous. Ici, chacun profite à sa façon. Mohamed, lui, apprécie surtout la quiétude du lac avec sa canne à pêche à la main. C'est une passion pour moi, la pêche. Je viens tous les vendredis pour me détendre et admirer ce cadre naturel. J'aime le calme. Cet endroit est parfait pour moi. Un lieu agréable qui fait le bonheur des grands et des petits, le temps d'un week-end en famille ou entre amis. Et c'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.